presque 11h05. Je vous propose de démarrer. La grande majorité des gens qui s'étaient inscrits pour ce webinaire nous ont rejoints. Les quelques retardataires se connecteront en cours de route, pas de souci. En préambule, je vous rappelle les bonnes pratiques. Gardez vos micros coupés. On a aujourd'hui beaucoup de choses à vous dire et donc n'hésitez pas à intervenir principalement dans le fil de conversation qu'on suivra bien sûr au fur et à mesure si vous avez des questions avec des séquences qu'on consacrera à la réponse à ces différentes questions. Vous précisez également que cette réunion, ce webinaire est enregistré. Il fera l'objet d'un replay qui sera ensuite diffusé sur nos différents réseaux. Moi, je suis très heureux, on est très heureux avec toute l'équipe de vous retrouver aujourd'hui pour la 3e édition de nos rendez-vous du CRT, une grande série de webinaires qu'on a lancé en cette année 2024 pour vous donner toutes les clés pour mieux faire votre travail et de programmation de vos destinations, de séduction des touristes étrangers, d'accompagnement, de structuration de l'offre aussi. On a voulu vous proposer un programme assez varié et aujourd'hui, on commence avec les webinaires dédiés plutôt à la partie promotion et la partie marché. Vous aurez tout au long de l'année différentes acculturations à nos marchés prioritaires et à des marchés d'opportunités qui vous seront proposés en espérant que cela vous apporte toutes les clés pour pouvoir travailler ces marchés, séduire des nouvelles clientèles et promouvoir au mieux vos destinations, vos offres, vos sites de visite, etc., etc. J'en profite pour remercier toute l'équipe qui travaille en back-office. On va avoir des intervenants aujourd'hui, mais il y a aussi toute une équipe. Je pense à Sandrine, je pense à Adrien, je pense à Perrine qui s'exprimeront pas aujourd'hui, mais qui font les petites mains pour que tout s'organise au mieux et un petit clin d'œil à eux et un gros merci. Aujourd'hui, notre webinaire va du coup être consacré à la clientèle allemande avec un focus sur le tourisme durable. Vous le savez, notre nouvelle stratégie marketing au CRT vise à promouvoir la Nouvelle-Aquitaine pour un tourisme de demain plus durable dans la région. Et donc, on a trouvé particulièrement intéressant de vous présenter la clientèle allemande sous ce prisme-là et vous donner les clés pour mieux répondre aux demandes croissantes de cette clientèle. Donc, je ne vais pas m'appesantir sur le déroulé. On va aller de la France plutôt vers du particulier avec nos différents intervenants aujourd'hui. Vous les voyez tous à l'écran. C'est pareil, ils se présenteront au fur et à mesure, donc je ne vais pas tous vous les citer, mais je passe tout de suite la parole à Aurélia Berger, directrice adjointe Atout France, Allemagne et Pologne, qui va vous donner quelques données de cadrage sur le tourisme allemand en France. À toi, Aurélien. Merci Anthony, merci pour cette introduction, merci aussi d'être présent et bonjour à tous. Donc oui, je vais essayer de résumer. Alors je sais que j'ai un temps très très serré, donc je vais essayer d'être pertinente et à la fois efficace dans mes propos, mais c'est vrai que résumer l'Allemagne en si peu de temps, c'est un petit peu compliqué. Je vais aussi éviter de faire de la lecture assistée. Donc, ce qui est marqué à l'écran, je ne vais pas vous le redire. Je vais juste vous apporter des éléments de complément pour vous présenter ce pays, qui est un grand pays quand même aussi très densément peuplé, qui a une population qui vieillit quelque peu. Je les compare toujours parce que parfois, on est parfois trop proche et aussi trop méconnu, mais je les compare toujours un petit peu aux Japonais. Population vieillissante, assez conservatrice et puis toujours dans ses habitudes. Mais c'est peut-être la règle du succès, hein, du moins économiquement parlant, pardon. C'est
même s'il y a une petite récession qui arrive et qui est confirmée d'ailleurs, ça reste quand même un pays avec une certaine stabilité économique, avec un PIB qui est également en augmentation et un taux de chômage qui est très, très bas, aussi bien chez les jeunes que chez les plus âgés. Donc on a un potentiel économique, et de clientèle qui est très large, aussi bien chez les personnes vieillissantes qui sont encore en bonne santé, qui ont l'avantage aussi d'avoir une caisse de maladie qui prend les frais en charge et donc qui leur permet de vivre assez longtemps et donc de voyager aussi assez longtemps avec les revenus en conséquence et les jeunes qui, démarrent très vite, parfois plus tôt qu'en France dans les activités professionnelles et qui gagnent, relativement, surtout c'est en fonction des secteurs dans lesquels, ils se trouvent, ont des revenus assez conséquents. Donc, pour nous, ça nous donne aussi toute une palette, de clientèle, assez, diverse et diversifiée, nous permettant aussi d'avoir, des couples, des familles et ce, à des périodes de l'année un petit peu différentes, de ce que l'on peut avoir en France. Alors, la carte de l'Allemagne, vous voyez, c'est un État fédéral aussi, donc ça ne fonctionne pas, tout n'est pas centralisé sur Berlin, ça ne fonctionne pas du tout comme la France. On a 16 Länder, ce sont des régions, des grosses régions, des beaucoup plus grosses régions ce qu'on connaît en France. Elles ont aussi des calendriers, de vacances scolaires différentes. Donc, ça a un impact pour nous, ça nous permet d'étirer également la période de vacances et je vais revenir sur la slide suivante, là-dessus. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est la stabilité du pays, à la fois politique comme économique. En ce qui concerne les Allemands, justement, comme ils vont bien, ce sont aussi des gros producteurs, pas seulement de voitures, mais aussi de touristes. En ce qui concerne, l'Allemagne, c'est le premier exportateur de touristes en Europe, voire à l'échelle mondiale. Tout dépend comment on interprète les statistiques. Ils ont en alors, petite précision, vous allez voir des chiffres de 2022 et des chiffres de 2023. Je suis désolée. La France a été plus rapide pour une fois pour sortir ces chiffres. L'Allemagne, ça sera dans 15 jours, donc on a eu la session un petit peu trop tôt pour pouvoir, vous donner en parallèle les chiffres, de 2023. Toujours est-il, les tendances, on les connaît bien évidemment. Elle ne serait qu'en augmentation, voire, dans le pire des cas, à échelle, égale qu'en 2022. Donc il y avait quand même énormément de séjours, aussi bien courts séjours que longs séjours qui ont été, réalisés. Surtout l'année 2022 est redevenue une année, je dirais, entre guillemets «normale» puisque l'on a décrété au mois d'avril 2022 qu'il n'y avait plus de covid. Donc, les personnes ont continué de voyager tout au long de l'année. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que la France n'est que la 6e destination fréquentée par les Allemands. Donc c'est une destination la France est très concurrencée, par plébiscitée, pardon, je parle plus français. La France est donc la 6e destination plébiscitée par les Allemands et c'est donc une destination très concurrencée. Elle, non, tu peux revenir s'il te plaît, Perrine? Merci. Elle en fait, il y a des destinations comme l'Espagne, l'Italie, l'Autriche qui passent, loin devant nous mais ce qui concerne justement l'économie de l'Allemagne, ce que je disais qui était très, très stable par rapport au reste d'autres pays européens, voire, plus long courrier, les Allemands continuent de vouloir voyager et ce qui est très important, ce sont, aussi les pronostics que l'on a eus la semaine dernière. C'est de savoir que l'état des réservations en ce qui concerne le mois de janvier 2024 a dépassé celui du mois de janvier 2023. Donc ça confirme bien les tendances à l'heure d'aujourd'hui, malgré la récession, de toujours avoir cette volonté de vouloir voyager et d'investir. Voilà. Et puis surtout, les Allemands réservent très tôt. Ils réservent très tôt puisqu'au mois de janvier, on a des early bookings. Donc plus on a une communication qui est faite en amont, plus on peut toucher les familles qui, elles, planifient très tôt et puis aussi les personnes qui sont intéressées de ne pas dépenser trop d'argent, en amont, mais plus de le dépenser après sur place. Voilà, merci Perrine. On peut passer à la slide suivante. Hem En ce qui concerne les, intérêts des Allemands, alors ce sont surtout c'est une population très citadine,
à peu près à 77%. Donc, quand ils partent en vacances, ils recherchent surtout la nature. Le 1er, la première chose, c'est la nature et surtout la mer. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, mais il y a très, très peu de côtes en Allemagne et surtout, il y a très peu de capacité d'accueil. Ce qui fait que beaucoup d'Allemands partent, de facto à l'étranger et notamment là où il fait un petit peu plus chaud, on a une garantie soleil et une garantie d'espace avec des espaces protégés. Ils voyagent, souvent en famille et même si parfois on a un côté un petit peu hypocrite, il faut dire les choses comme elles sont, on fait très, très, très attention à la nature. Alors, tout ce qui peut la protéger, c'est quelque chose qui est dans notre quotidien. En fait, on ne se pose même plus la question. Là, au moment où on va se poser la question, c'est quand on va voir que, bah, ce n'est plus comme à la maison et qu'on ne fait pas attention, qu'il y a des déchets partout. Donc là, ça va les interpeller et ça va les gêner. Ils ont conscience pour beaucoup qu'ils vont laisser une empreinte, carbone assez forte pour se déplacer d'un lieu à un autre. Comme je le disais tout à l'heure, des gros exportateurs de voitures, mais aussi beaucoup utilisateurs de voitures. Ils, circulent énormément, sur place, mais ils vont, essayer de le faire de manière modérée. Ils vont souvent poser la voiture et essayer de parcourir, soit par des randonnées, en vélo ou à pied, pour découvrir, les alentours. Et surtout, ils essayent de, consommer, des produits locaux et ils ont une grande appétence pour les produits régionaux français de qualité et aller sur les marchés pour découvrir tous ces produits. Merci, Perrine. Pour pouvoir faire tous ces voyages, il y a tout un réseau qui est tissé derrière en toile de fond, que l'on ne voit pas forcément. C'est difficile de le résumer sur une slide. Ce qu'on peut retenir, en gros, sur le monde des Théo, il est très structuré. Il y a différents intervenants. Il y a bien sûr des tours opérateurs directs qui vendent, des voyages par eux-mêmes. Il y a des offices des OTA qui vont être un peu en phase intermédiaire et puis d'autres qui vont être revendeurs, aussi bien grand public et à cheval par d'autres. Par exemple, je donne un exemple, les chaînes, que vous connaissez aussi en France, Lidl, qui ont aussi des voyages qui vont être à cheval. C'est donc la petite partie, en gris clair que l'on trouve, sur le camembert, à gauche. Comme vous le voyez, il y a énormément de tours opérateurs en Allemagne. On en recensait en 2023 2 300, c'est un nombre qui est relativement constant. Là où on remarque davantage une différence, c'est sur la disparition des gros Théo. Alors, comme par exemple, bien sûr, Thomas Cook, dont vous avez tous suivi le déclin avant le Covid. Je tiens à le préciser, ce n'est pas un effet Covid. Il faut toujours se resituer un petit peu dans le temps maintenant. Donc, Thomas Cook qui a disparu, mais d'autres petits Théo sont arrivés. Et c'est là où ça devient, surtout pour nous, Destination France, très intéressante, et en particulier pour la Nouvelle-Aquitaine. Les gros Théo recherchent surtout des bed banks, recherchent surtout des volumes à des conditions pas toujours avantageuses pour les prestataires locaux, ou alors parfois très difficiles, au niveau de la négociation. En revanche, les petits Théo de niche, eux, nous donnent la possibilité de sortir un petit peu des sentiers battus, de sortir des grandes réservations qui sont faites en masse pour mettre en avant également des petits produits, des petites localités, et ce, tourner toujours vers une cible qui est économiquement parlant plus avantagée, et c'est surtout une clientèle qui est récurrente. D'année en année, ils reviennent. Ils restent fidèles à ce tour opérateur. Ils vont passer d'un point X à un point Y, mais toujours en compagnie de ce tour opérateur. Ils sont souvent thématiques. Parfois, ça peut être la gastronomie, le cyclotourisme, la pêche à la ligne. Il y a vraiment de tout. On peut tout faire, mais ça nous permet d'avoir un ciblage beaucoup plus pertinent et beaucoup plus qualitatif. Merci, Perrine. On peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Les tendances à l'heure d'aujourd'hui, bien sûr, ce réseau évolue, comme je le disais. Ce que nous, on peut observer et ce à quoi essaient de répondre aussi les tours opérateurs, c'est, de voir que beaucoup demandent des voyages également toujours en bus. Surtout aussi les jeunes, parce que c'est pratique, ça permet de partir en petits groupes.
L'Allemagne est un pays où il y a énormément d'associations. Ces associations partent souvent ensemble. Ça peut être des associations de personnes plus âgées, de personnes plus jeunes et ils regardent aussi à, faire en sorte que ces voyages se fassent dans le respect, de, l'écologie. Raison pour laquelle cette mention «close to home» apparaît de plus en plus, en fait, auprès des tours opérateurs, qui est, l'idée de bannir de plus en plus les, voyages, lointains. Alors nous, en tant que France et Nouvelle-Aquitaine, bien sûr, on est, dans cette, périphérie du close to home, on est toujours à proximité de l'Allemagne. Il s'agit, d'avoir un grand cercle qui va surtout se cantonner sur l'Europe en général, l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Sud. Voilà. Et puis il y a des tours opérateurs qui suivent la tendance ou même qui l'amorcent, comme par exemple Ameropa qui a mis en ligne un catalogue uniquement avec des offres durables dedans. Et la partie suisse d'ailleurs est subventionnée par Suisse Tourisme. On l'a appris on l'a appris au passage. Voilà, donc il y a aussi un entretien à faire avec les tours opérateurs qui peut être aussi intéressante pour avoir cette amorce, toujours plus durable dans la conception des voyages. Merci Perrine. Hem Et bien sûr, pour que ces voyages soient réalisés, il y a un lieu où on va chercher de l'inspiration. Une principale inspiration, ça passe par la presse qui est en Allemagne un incontournable. Comme je le disais en introduction, les Allemands sont un petit peu les Japonais de l'Europe, c'est-à-dire que même si on est très, très fort en nouvelles technologies, on reste fidèle au papier. On ne n'abandonne jamais le papier. Même Mais le papier peut devenir durable parce que certaines rédactions se posent la question aussi de comment être plus propre dans sa production. Il y a des magazines comme par exemple, j'en ai cité quelques-uns en bas, Brigitte ou Flo, qui font aussi une mention spéciale, Brigitte, vert, Flo en vert avec du papier qui est recyclé, des thématiques qui sont particulièrement partagées sur la durabilité. Donc, c'est une prise de conscience qui est pour nous, je ne dirais pas récente, mais qui se concrétise de plus en plus et encore aujourd'hui, malgré tout, on est en perpétuel mouvement et adapté au niveau de la presse. Les chiffres que vous voyez à l'écran sont, également assez, je pense, expressifs en ce qui concerne la fidélité des Allemands. Ils ont augmenté durant le covid pour les, grands, z quotidiens comme la FAZ ou le Süddeutsche, par exemple. Ils n'ont pas rebaissé après. C'est intéressant de voir aussi que leurs pages internet qui existent sont prises en complémentarité pour regarder vite fait les dernières nouvelles, mais le papier continue toujours d'être, à l'heure d'aujourd'hui, produit et utilisé. Merci, Perrine, la slide suivante. Merci. Et bien sûr, il n'y a pas que le print, même si dans la sl on pouvait voir que 60 continuent toujours de trouver leur première inspiration sur du papier «glacé» entre guillemets ou recyclé. Il y a aussi toute la partie influenceurs et réseaux sociaux qui est, aussi non négligeable, puisqu'on y retrouve également une cible un petit peu plus jeune et qui passe beaucoup de temps. Alors, on oublie souvent un réseau social, c'est WhatsApp, mais ça reste toujours un réseau social qui est très utilisé, aussi par des rédactions, qui permettent d'avoir un échange avec, des produits ou des rédactions de journaux ou autres. Enfin bon, il y a tout le monde utilise cette messagerie aussi, pour, chercher de l'information et non pas pour communiquer entre amis. Facebook est, un petit peu sur le déclin et qui touche une cible un petit peu plus âgée. Et puis bien sûr Instagram qu'on retrouve un petit peu à part égale avec, avec comme en France et TikTok, pareil comme en France, qui monte de plus en plus. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que les Allemands n'ont pas, de grosses communautés. Je ne sais pas si vous avez noté, tout à l'heure sur, une des slides, il était marqué que les Allemands ont une relation un petit peu à distance. Ce sont des personnes qui intériorisent davantage, qui ne sont pas très exubérantes dans leur comportement. Ça se reporte également dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que,
la consommation des réseaux sociaux est plutôt passive que active. Ils vont lire, chercher une information, enregistrer des choses, mais pas forcément laisser de commentaires. Donc les taux d'engagement sont beaucoup plus faibles de ce que l'on peut connaître. Juste pour vous, en tant qu'exemple, les, 2 j'ai juste précisé 2 comptes avec lesquels on a travaillé, dernièrement. Un en particulier avec la côte atlantique, Travelisto, voilà, on avait accueilli une famille qui avait voyagé sur tout le littoral, et Inspiration de la vie qui était, une jeune femme, en couple qui est venue, également en Nouvelle-Aquitaine, et qui avait fait, aussi de très beaux reportages, donc qualitatifs à la fois et inspirationnels. Voilà, merci pour moi. Merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup Aurélia. On va se concentrer maintenant sur un focus plus spécifique sur la Nouvelle-Aquitaine avant de se recentrer encore en élargissant un peu sur la côte atlantique, parce que j'aurais dû le dire en introduction, mais ce webinaire est organisé en partenariat avec le contrat de destination côte atlantique, et donc on est très heureux d'avoir avec nous ce matin aussi des partenaires qui ne sont pas nécessairement néo-aquitains, mais qui vont s'y retrouver dans les slides sur la présentation sur la côte atlantique. Mais pour l'instant, un petit focus sur la Nouvelle-Aquitaine avec Yasmine. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis ravie de recentrer un tout petit peu le focus sur notre Nouvelle-Aquitaine. Tout d'abord, je voulais dire que nos chiffres sont issus de notre pôle de l'Observatoire, leur précieux travail sur les chiffres. Le comportement et l'étude de clientèle sera refait cette année, c'est sur le programme de notre plan d'action, et nous avons hâte de connaître les chiffres qui seront publiés en 2025. Nous sommes une région qui est résolument tournée vers le développement durable et la mobilité décarbonée. L'enjeu touristique de la clientèle étrangère, leur comportement est pour nous très, très important. Pour ce qui est des voyageurs allemands, on l'avait vu, le mode de transport, d'acheminement reste de préférence la voiture. D'une part parce qu'effectivement c'est plus confortable, et d'autre côté c'est aussi une certaine indépendance. Et après, il ne faut pas s'étonner, l'Allemagne est effectivement, comme disait Aurélia tout à l'heure, le premier constructeur d'automobiles dans le monde. Cependant, nous avons une petite révolution qui s'est mise en marche, et en fait, ça date pas d'hier. Nous avons commencé en 2022 déjà à promouvoir les voyages en train avec un influenceur qui était venu en train et qui a découvert toute la région. On a joué en fait la carte du train dès que nous avons su l'année dernière que la DB mettait en ligne ce train direct de Francfort à Bordeaux. Et ça, on l'a accompagné avec plusieurs actions, qui étaient d'abord la tournée médiatique, ensuite les voyages presse qui ont été engendrés, qui ont généré 24 articles, avec ensuite notre démarchage en Allemagne. On était accompagnés et accueillis par Atout France. Nous avons fait notre déplacement avec le soutien de plusieurs partenaires ici présents aussi. Et donc, en s'appuyant les uns sur les autres, notre volonté était effectivement très forte dès l'année dernière de développer la proposition de la mobilité décarbonée, enfin moins carbonée. Et donc, du coup, on a fait aussi quelques webinaires en juin et juillet pour des professionnels touristiques afin de leur montrer toute la connectivité qui était disponible au départ de Angoulême, Poitiers et Bordeaux, Arcachon, Saint-Loubès, enfin, tout ce qui est aux alentours de Bordeaux est accessible avec les trains. Donc, vous avez vu sur notre slide qu'effectivement, nous avons la reconduction de cette ligne directe de Francfort à Bordeaux. C'est quand même le plus grand centre administratif et bancaire de l'Allemagne, sur plusieurs dates cet été. Et ensuite, il y a aussi une nouvelle ligne. Donc, on se réjouit de tout notre investissement de l'année passée, que cette ligne est en plus élargie vers Stuttgart, qui est, c'est presque un peu rigolo, parce que voilà, c'est le plus grand centre automobile de l'Allemagne.
Non, ça c'est le deuxième plus grand centre automobile de l'Allemagne, et que les trains et les manières de voyager de façon confortable vers Bordeaux seront dorénavant accessibles. Il y a 4 dates qui sont prévues. Et donc, du coup, nous sommes ravis de cette prolongation du train cette année. On est heureux aussi que les lignes directes de l'aviation sont reconduites cette année sur Biarritz et Bordeaux. Effectivement, nous pouvons venir de Berlin, Francfort, Munich, Düsseldorf, Stuttgart et Hambourg à Bordeaux, et à Biarritz depuis Francfort et Munich. C'est vrai que la voiture n'est pas, ou le train n'est pas l'option pour tout le monde, et donc du coup, on peut que se féliciter que ces fréquentations sont aussi augmentées. En tous les cas, pour l'avant-saison, ça va commencer dès le mois de mars pour les lignes entre Bordeaux et Francfort et Berlin, et ensuite pour les autres à partir du mois d'avril. Nous avons donc un constat, c'est que les trains directs sont en route, nous sommes sur le rail, nous continuons à surfer sur cette vague, et nous estimons que les 5% qui sont affichés sur le camembert à droite vont augmenter. On s'en en saura plus quand nos chiffres vont être publiés en 2025. Cela me permet de passer la slide à la suivante. Effectivement, la perception des Allemands, l'imaginaire des Allemands par rapport à la mobilité alternative privilégie le TER, les pistes cyclables, le train, et nous avons reçu ces informations en fait grâce à une étude qui a été menée par notre pôle RSE. En 2021, c'est l'étude de Voltaire qui nous a donné plusieurs enseignements en fait sur l'imaginaire allemand associé au tourisme durable. C'est vrai qu'ils ont envie de se connecter à la nature, à la puissance du grand large. Ils ont besoin de sentir même parfois un tout petit peu la solitude. Enfin, eux, pour les Allemands, c'est s'immerger dans la nature et dans les cultures locales, comme disait Aurélia tout à l'heure aussi. C'est un tout petit peu du même genre, hein. Ils ont besoin de vivre avec les habitants, ils ont envie de regarder derrière les coulisses. En termes d'alimentation, ça se traduit par des circuits courts, les déchets. C'est vrai que un Allemand, il est un tout petit peu offusqué quand il voit que les produits ne viennent pas forcément, quand c'est pas du local. Ils ont besoin d'avoir effectivement des informations sur le côté équitable, sur peu d'emballage. Et après, l'Allemagne est aussi très, très, très sensible à tout ce qui est accessibilité pour les vacanciers qui ont un handicap. Donc, l'inclusion, on joue aussi un gros rôle. Ils sont grands pourvoyeurs de personnes âgées. Donc, voilà, le handicap aussi se traduit sur cette démographie vieillissante. En somme, la clientèle allemande, dans notre étude, révèle qu'elle a un score de 6,7 à peu près sur une échelle de 10. C'est un peu plus critique. Ils perçoivent le tourisme durable avec une certaine réserve, on va dire. Ils ont besoin d'être convaincus, et c'est à nous d'adapter notre lisibilité, notre communication, afin de rajouter des indicateurs qui sont très visibles pour eux et compréhensibles. Historiquement, je fais un petit retour aussi. La démographie est très importante. L'industrialisation était très forte, et en fait, l'Allemand, il aime beaucoup la nature, et c'est associé un tout petit peu avec le courant philosophique du romantisme. Il est intéressant à noter que c'est en 1836 que le rocher du Dragon, à côté de Bonn, a été déclaré première réserve naturelle de la planète. C'est bien avant Yellowstone aux États-Unis. Plus actuel encore aujourd'hui, c'est en 1980 que le parti politique Les Verts a été fondé, et il est aujourd'hui dans la coalition du gouvernement. Donc, les Allemands, effectivement, ils étaient les pionniers du mouvement des Verts et aussi de la politique écologique dans le monde. Factuellement,
Si je me tourne un tout petit peu sur notre tableau à gauche, nous calculons bien sûr les émissions GES des touristes qui ont séjourné en Nouvelle-Aquitaine. Les Allemands sont un tout petit peu au-dessus des Français, un tout petit peu en dessous des Européens, avec 56 kg de CO2 par nuitée. Nous pouvons passer à la slide suivante et on pourra trouver quelques éléments dans les séjours qui sont particulièrement longs chez les Allemands. Effectivement, ils sont presque de 11 nuitées, ce qui est bien au-dessus de la moyenne des étrangers en France, enfin en Nouvelle-Aquitaine, pardon. Économiquement parlé, il faut effectivement considérer que c'est un marché important pour nous. Il réalise 340 millions d'euros avec 13% des séjours étrangers, 4,2 millions de nuitées marchands et non marchands. Et il faut retenir que les Allemands ont la plus grande part des nuits marchandes. Donc, chez nous, ce sont aussi les premiers clients pour les campings, l'hôtellerie de plein air. Ils adorent énormément aussi le locatif, les hébergements dans une maison résidentielle. Et si vous souhaitez développer votre business envers ces marchés, pensez à la décentralisation des vacances. C'est vrai que la fréquentation s'étire grosso modo de Pâques à la Toussaint, avec 2 grandes régions qui sont la Bavière et le Baden-Württemberg, qui attaquent en fait avec 2 semaines de vacances à la Pentecôte et qui poursuit ses vacances d'été jusqu'à la première semaine du mois de septembre. Donc, ce sont des belles ailes de saison en fait que nous pouvons développer sur le marché allemand. Effectivement, les motifs qui les attirent chez nous permettent d'aller sur la slide suivante. Grosso modo, 95% viennent pour des raisons personnelles et de loisirs. 5% pourtant viennent aussi pour des affaires et le tourisme, MICE et autres. Le littoral est incontournable pour les Allemands. Ce qui les attire, c'est le soleil, le climat modéré, qui est encore aujourd'hui une différenciation par rapport à la Méditerranée. Et pour ce qui est après des pratiques que nous avons dans nos études, ce sont effectivement d'abord la plage, la baignade, le repos, le farniente, pardon, le vélo, mais aussi les villages qui sont à l'arrière du pays, le vignoble, le shopping, et cela ouvre des belles perspectives pour l'intérieur des régions. Effectivement, nous avons un ranking en fait des top 5 qui a été fait avec la chambre de commerce aussi de la région. Et donc là, les Allemands sont sur le top 5 à la campagne. Ils occupent la place numéro 3, après bien sûr les UK et les Néerlandais qu'on connaît habituellement beaucoup plus à l'intérieur de la région. Donc, même si le littoral est en tête, développer des visites et inciter les Allemands à s'arrêter avant d'aller à la mer ou après, est pour nous un must. Et sur ce, je compte effectivement sur les personnes qui sont aujourd'hui parmi nos auditeurs. Nous sommes là pour vous accompagner sur cette motivation-là, faire arrêter les Allemands aussi à l'intérieur pour visiter le patrimoine et déguster les vins et découvrir des petits villages qu'ils adorent. Voilà, je passe la parole à Pénélope. On est ouvert aux questions. Et nous allons donc savoir pourquoi, effectivement, l'océan est vraiment la motivation la plus significative et viscérale, avec peut-être encore quelques points et best practice. Pénélope, c'est à toi. Merci Yasmine pour cette transition. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pénélope Audrin. Je travaille pour le collectif du contrat de destination Côte Atlantique. Donc, je suis basée à La Rochelle. C'est un collectif en fait de partenaires, de 36 partenaires. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un collectif qui travaille de manière interrégionale. Donc, comme l'a dit
Anthony tout à l'heure. Nous travaillons donc avec les 2 CRT Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, les CDT, les offices de tourisme, et parmi nos partenaires, nous avons également des partenaires privés, donc les fédérations d'hôtellerie de plein air et Gîtes de France pour la partie Loire-Atlantique et Vendée. Donc nous travaillons avec ces partenaires à la promotion de la côte atlantique française sur 3 marchés, en priorité l'Allemagne, et puis également les Pays-Bas et la Belgique flamande. Notre destination en fait couvre le périmètre particulier qui débute de La Baule, Guérande, en Loire-Atlantique, jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, donc à la frontière espagnole à Hendaye. Donc nous travaillons de manière commune pour en fait valoriser l'ADN commun du littoral atlantique français à travers différents types d'actions, la communication, des relations presse, la sensibilisation à cette clientèle, à l'accueil en fait de cette clientèle internationale, et puis également nous travaillons forcément le volet observation de données de fréquentation. Donc l'objectif aujourd'hui, c'était de vous partager quelques données clés justement de la fréquentation de la clientèle allemande sur notre littoral. La première information à retenir, en fait, c'est qu'en 2022, la première clientèle internationale dans les campings était les Allemands, avec une part de 35% des nuitées étrangères. La deuxième information à savoir, c'est que les 33% des nuitées donc en hôtellerie et en hôtellerie de plein air sont réalisées par des Allemands, donc sur une période là, dans l'exemple d'avril à septembre 2022. Et puis la troisième info clé en termes de fréquentation, donc dans les 6 départements de la côte atlantique, on a observé en 2022 une augmentation de 20% de nuitées allemandes, donc là spécifiquement en hôtellerie de plein air, donc les campings. Donc voilà, ces données sont fournies par un comité technique observatoire, donc qui travaille ensemble depuis de nombreuses années, qui est encore une fois un comité technique interrégional, donc avec des données sur les 6 départements que compose la côte atlantique. En termes voilà, d'appétence de la clientèle allemande sur la côte atlantique, on en a déjà un petit peu parlé au début du webinaire. Ce qui est apprécié par cette clientèle, ce sont les espaces naturels préservés, bien évidemment. Ils sont aussi très curieux d'avoir des informations sur les plages qui sont surveillées, sécurisées. On peut également noter une appétence pour les activités et les randonnées nature, comme l'a dit Yasmine tout à l'heure, avec justement une recherche de plus en plus d'aller visiter des sites qui sont peu ou moins fréquentés. Ce qui est important également, et ce sur quoi nos partenaires travaillent de plus en plus dans de nombreuses stations, c'est le label voilà, Tout Tourisme, qui en fait est très demandé par les touristes en fait, allemands qui souhaitent voyager avec leur animal. Donc voilà, si vous avez dans vos structures ou sur vos sites de visite des informations liées à ça, ils sont vraiment très, très, très friands. En termes de terroir, en effet, la dégustation sur les marchés, les visites liées à la gastronomie et la dégustation de produits locaux est vraiment très, très appréciée de cette clientèle. Et enfin, vous avez également beaucoup d'Allemands qui sont forcément sensibilisés. Alors, c'est pas spécifique à cette clientèle, mais qui est vraiment est spécificité par les labels type accueil vélo, qui sont vraiment plébiscités par cette clientèle. Et comme l'a dit Yasmine, c'est vrai que de plus en plus, ils ont une attirance à la fois donc pour l'hôtellerie de plein air, on l'a vu, mais également pour des locations individuelles ou des gîtes un petit peu plus reculés. Ils n'hésitent pas voilà, à reprendre la voiture pour s'isoler un peu plus dans
au niveau du rétro littoral. Alors, Perrine, je veux bien la slide suivante. Merci beaucoup. Et donc, en termes d'accueil, quelques informations, voilà, pour vous aider ou vous rappeler, voilà, les bonnes pratiques. Tout d'abord, c'est vrai que quelques mots en allemand, ne serait-ce qu'un ou deux mots de bienvenue, pour briser la glace, c'est toujours très, très apprécié. En plus, voilà, ils aiment bien notre petit accent français, donc c'est vrai que ça peut tout de suite, voilà, vous permettre d'être plus à l'aise et de leur signifier que vous êtes, voilà, très heureux de les accueillir. Un point très important ensuite, c'est de savoir, voilà, communiquer de manière précise. Euh, Savoir à l'avance pour cette clientèle, c'est essentiel. Ils n'aiment pas forcément être surpris donc voilà, à travers votre signalétique ou les accès, les informations sur les distances, ça va être très très apprécié lors de leur accueil. Voilà, n'hésitez pas à être transparent sur des éventuels changements, des imprévus, même si ça vous paraît être des détails. Voilà, il faut vraiment dire les choses. En termes d'outils simples pour vos équipes d'accueil, des contenus traduits, n'hésitez pas à investir sur ce point parce que ça va vous servir vraiment sur plusieurs années, plusieurs saisons. Encore une fois, voilà, des informations factuelles avec une cartographie, avec des distances à pied, à vélo, pour vraiment, comme le disait Yasmine précédemment, qu'ils puissent s'immerger et savoir qu'ils sont à proximité d'un site naturel, d'un lac. C'est vraiment très, très important pour eux. De la même manière, n'hésitez pas à communiquer sur vos nouveaux hébergements, vos éco-gestes, pour qu'ils puissent vraiment profiter de leur séjour, voilà, de la nature et du repos. En termes d'équipement, c'est vrai que les Allemands sont assez individualistes, on va dire, en termes de confort au quotidien et pendant leurs vacances. Donc voilà, les literies individuelles ou les couettes individuelles sont par exemple très appréciées. Les grands hébergements également. Toujours en termes d'équipement, n'hésitez pas à vraiment faire un focus sur la qualité, la sécurité et l'hygiène. Alors en fait, voilà, pourquoi voilà, faire tant d'efforts? Il faut savoir que la notoriété de la marque de la côte atlantique, donc Atlanticus de Frankreich sur le marché allemand, commence à avoir une bonne notoriété. Et cette clientèle est fidèle, donc elle va vraiment ne pas hésiter d'une année sur l'autre à revenir dans votre établissement. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas à en parler à leur famille, à leurs proches, à leurs amis. Le bouche à oreille est vraiment très important. Et en effet, n'hésitez pas à surfer sur le calendrier des vacances scolaires qui commence en juin et qui finit en septembre au niveau des différents lenders. Et je vous ai intégré à la présentation le lien vers un guide de sensibilisation. Voilà, quelques conseils simples pour accueillir et fidéliser votre clientèle allemande. Voilà, merci de m'avoir écouté et puis je reste dispo si vous avez des questions. Merci beaucoup, Pénélope, pour ces éclairages et encore une fois, merci pour ta confiance et celle du collectif pour ce webinaire organisé en partenariat et bien sûr un petit coucou à nos amis ligériens. On va Merci beaucoup. maintenant passer la parole à nos grands témoins pour essayer de décentraliser un petit peu le regard, avoir un aperçu des grandes tendances du marché vues directement depuis la perspective allemande. Et donc, je te laisse la parole, Yasmine. Je vois peu de questions dans le chat. N'hésitez pas à en poser et vous pouvez aussi en profiter pour en poser à nos grands témoins qui se feront un plaisir d'y répondre une fois les premiers échanges passés. À toi la parole, Yasmine.
Bien, nous allons commencer avec Nils Minkmar. Hallo, guten Tag. Bonjour. La suite, on a fait en allemand. Donc, vous êtes journaliste et écrivain, né à Saarbrück. Je pense que là, vous êtes à Wiesbaden. Nous avons le plaisir de faire ce webinaire avec vous. Vous prêtez la plume à la Süddeutsche Zeitung aujourd'hui, après avoir passé effectivement sur plusieurs journaux et aussi d'autres médias en Allemagne. Et vous êtes journaliste historique tout d'abord, ensuite culturel, à plusieurs fois primé, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Nous souhaitons savoir comment la presse et les médias se sont emparés du sujet du tourisme durable en Allemagne ces dernières années. Bonjour, c'est très intéressant pour moi de voir un peu votre perspective sur le sujet, sur les Allemands. Je me sens un peu en porte-à-faux puisque je suis allemand, je suis français, j'ai les deux passeports et de voir votre regard de professionnel du tourisme français sur mes compatriotes allemands, c'est très intéressant en fait. Et puis, je pense que vous avez là un grand potentiel de marché. Ces chiffres sont, comme on dit, il y a de l'air pour aller vers le haut. Je crois qu'il y a vraiment des choses à développer et à découvrir ensemble. Le développement durable est vraiment au centre de l'attention de toute l'économie en Allemagne. C'est là où généralement on voit l'avenir. Et le tourisme est particulièrement prisé actuellement vers la France et vers des destinations qui ne sont pas trop loin, où on n'a pas besoin de prendre l'avion nécessairement. Donc, une expérience assez marquante pour moi a été l'an dernier, lorsque le Goethe-Institut a décidé de fermer l'Institut de Bordeaux. Moi-même et puis d'autres collègues ont écrit des articles assez critiques sur cette décision et on a eu une réaction du public comme je ne l'ai jamais vu. C'était considéré comme un scandale, même par des gens qui n'allaient pas souvent à Bordeaux, qui n'ont peut-être jamais mis les pieds à Bordeaux, mais on voyait, par ça, on y voyait un symbole d'une offense du franco-allemand, et le franco-allemand, par des raisons que vous connaissez toutes et tous, pour de développement de l'international, l'Ukraine par exemple, des engagements des États-Unis, du Brexit. On voit que le couple franco-allemand est appelé vraiment à mieux se connaître. Et la décision de prendre des vacances en Allemagne n'est pas une chose qui est prise à la légère, comme les Allemands, vous l'avez déjà remarqué, prennent rarement les choses à la légère, surtout lorsqu'il s'agit d'argent, et les Allemands aiment bien investir dans leurs vacances. Et c'est pas nécessairement le meilleur marché qui gagne ou qui intéresse, surtout pour fidéliser une clientèle. C'est-à-dire que je connais beaucoup de gens qui vont sur la côte atlantique depuis plusieurs générations maintenant. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui aimeraient le découvrir et qui seraient fidèles pareillement pour revenir chaque année pendant de longues années. Pour ça, je crois qu'il faudrait un peu ce que les touristes allemands aiment beaucoup, c'est aussi une histoire, se connecter avec une histoire, avec l'histoire du Sud-Ouest, du Grand Ouest, sur la côte atlantique, de connaître un petit peu les traditions, les différentes régions, tout en ayant une expérience moderne. Il faut que l'accueil soit contemporain, c'est-à-dire qu'on offre des menus végétariens, que la propreté, ça c'est toujours un truc chez les Allemands, comme chez les Suisses, vous connaissez Astérix chez les Helvètes, où ils font toujours le ménage, c'est un peu pareil pour les Allemands, il faut toujours faire le ménage. Moi-même, il m'est arrivé, j'ai une maison familiale à Lacanau, il m'est arrivé de la prêter à des amis allemands qui m'ont dit, écoute, on aime bien ta maison, mais c'était pas assez propre pour nous. Donc je sais absolument de quoi je parle. Il faut toujours en rajouter, en faire toujours un peu plus pour la propreté, pour le confort, pour l'équipement, literie très important, tout ça. Mais ceci mis à part, une fois qu'on a coché toutes ces cases-là, raconter une histoire, l'histoire du Sud-Ouest, que ce soit justement pas Paris, que ce soit pas la Côte d'Azur, que ce soit vraiment une région avec une population bien à part, une culture bien à part, parler de Michel de Montaigne, parler du Pays Basque, parler de toutes ces régions du Gers, un peu méconnues que les Allemands adoreraient retrouver.
Très bien, c'est très juste que vous revenez un tout petit peu sur le fort investissement que représentent en fait les grandes vacances pour les Allemands. C'est effectivement depuis des années le moment important de l'année où tout doit rouler comme sur des roulettes. Vous faites bien de nous rappeler ceci. Nous avons une deuxième question qui est, à votre avis, quels sont les angles de communication, vous qui êtes au monde du média, des médias, à privilégier pour convaincre les Allemands que la Nouvelle-Aquitaine est un territoire répondant aux enjeux de la durabilité? Oui, on a déjà beaucoup parlé de la nature, évidemment de la côte atlantique. Je crois que c'est vraiment l'atout majeur des forêts de pins, mais aussi des massifs à découvrir dans les Pyrénées, dans le Gers, un peu partout. Et puis aussi, en poussant vers La Rochelle, je crois que l'histoire est très importante, de rappeler que c'est une terre d'histoire, de rappeler l'histoire aussi du vin de Bordeaux et des développements super intéressants qu'il y a en matière de production, même dans la crise, tout ça. Le savoir, vous l'aviez sur un slide en accueillant le savoir est très important, mais aussi pour les Allemands d'avoir un peu plus d'informations là-dessus. Je trouve que là, il y a encore un peu c'est un peu flou encore pour les Allemands de bien situer. La Bretagne s'est super bien développée grâce aux livres, aux policiers de Jean-Luc Panalec, par exemple, mon ami Jörg Pong, qui a fait vraiment monter le tourisme des Allemands en Bretagne, parce qu'il a un petit peu raconté l'histoire culturelle de la Bretagne à travers ses policiers. Et donc de rappeler ça, de mettre ça dans un contexte, et puis cette idée de fidéliser, de dire vous allez avec vos enfants ou avec vos petits-enfants qui vont revenir eux-mêmes, ce phénomène générationnel aussi, de se sentir accueilli et de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Bien, effectivement, donc ce sont ces histoires qui sont effectivement au centre de nos idées de l'avenir, de rentrer davantage de storytelling de notre communication. Nous avons une petite marge de manœuvre à opérer. Vous qui vivez en Allemagne et en France, quelle différence faites-vous entre les Français et les Allemands concernant l'approche du tourisme durable? C'est-à-dire que pour les Allemands, ça s'inscrit maintenant en France, en fait, c'est pareil, d'avoir le sentiment de vivre une crise politique avec la guerre en Ukraine, une crise écologique aussi avec le réchauffement climatique, et de vouloir répondre aussi par des choix comme ça de consommation à ces crises, sans toutefois en être totalement confronté pendant les vacances. Et je crois que la décision, par exemple, de passer ses vacances dans le sud-ouest ou en Nouvelle-Aquitaine répond à ça. En fait, une fois sur place, on se développe à vélo, on consomme des produits locaux, la vie est simple, et en même temps, on n'est pas toujours confronté à cette crise, mais en même temps, on participe un petit peu à la résoudre et vraiment en posant l'accent sur les relations franco-allemandes. Je crois que ça, c'est quand même très, très apprécié en Allemagne, même dans un public un peu plus âgé, un peu plus conservateur, comme chez les jeunes, de dire si on veut avancer en Europe, ce n'est possible que ensemble, Français et Allemands ensemble. Et je crois que les vacances, la décision de passer les vacances en Allemagne et pas, disons, en Espagne, c'est vraiment ça plébiscite ce développement politique de rapprochement entre les deux pays. Très bien, merci beaucoup Niels Minkmar. Peut-être nous avons d'autres intervenants qui souhaitent également vous poser encore des questions. Aurélia, Pénélope. Sinon, de toute façon, vous avez mis mon mail, hein, je suis toujours accessible s'il y a des collègues, des gens de Nouvelle-Aquitaine qui veulent me contacter. Moi aussi, j'ai toujours l'esprit d'escalier, c'est toujours en général un jour après que je vois la question que j'aurais dû poser. Bien, merci beaucoup. Nous allons donc passer au deuxième intervenant, notre deuxième grand témoin. Alors là, c'est un tout petit peu différent. Nous avons affaire à José Manuel Cherud de Dylan Party.
Bonjour José Manuel, ravi de vous avoir aussi. Vous êtes un tour opérateur allemand spécialisé dans le cyclotourisme. Vous êtes également tour opérateur au Canada pour Voyage Terra Natura. Vous êtes également un homme donc qui voyage, qui navigue sur plusieurs pays. C'est ce qui nous permet effectivement de prendre ce recul sur notre question, sur notre débat. En tant que Théo spécialisé dans le cyclotourisme et la randonnée, depuis le lancement de votre activité qui remonte déjà à 40 ans, hein, vous avez fêté les 40 ans de la LAN Party en 2022, qu'avez-vous noté? Quelles sont les évolutions et dans le comportement des attentes de la clientèle que vous avez notées? Bonjour à tous, merci de m'avoir invité por être ici présent. Je vous transmets aussi les salutations de la directrice générale Inga Howard. Y répondant à votre question, Yasmine, j'ai analysé un peu la situation avec mon bureau et on a fait plusieurs analyses sur les différents points. J'arrivais à peu près à 10 points qui nous sont, qu'on a en équipe, on a détecté que les clientèles a évolué y nos ha demandé durant les dernières années. Il y a une sensibilisation très accrue de la part del marché alemán. La croissance d'enjeux d'environnement et l'importance de réduire tout l'impact sur les voyages que nous on organisons. Au moment donné, je mets l'exemple, par exemple, sur les pique-niques que nous on organise dans chaque voyage, que c'est une particularité dans notre début, depuis les 40 années d'existence. On utilisait la cuillère, les assiettes toutes normales pour donner un service plus spécial à cette partie. Mais à cause del COVID, on a dû changer à les papiers. Et on doit expliquer dans chaque groupe après le COVID pourquoi on les utilise encore, parce que sinon, dans les rapports que les clients nous font, ils nous questionnent pourquoi on utilise des papiers, pourquoi on n'utilise pas encore les assiettes normales. Et aussi la demande de pratiques durables qui nous fait intégrer toutes nos activités comme les modes de transport que nous utilisons. On utilisait dans le passé beaucoup les avions, et ça, mais maintenant on promeut beaucoup les trains, les ferries. On essaye de voyager les plus proches. C'est vrai que nous, on a des programmes partout en Europe, mais la France, comme on était mentionné, est très proche et si le lieu est accessible par train, on va prioriser cet enjeu. On a aussi une demande de part de nos partenariats comme Sidehorizon, que c'est avec qui on annonce presque tous les nouveaux produits que nous on fait chaque année sur les options neutres en carbone. Et la clientèle que nous on reçoit après la publication de notre brochure avec ces partenariats, c'est une clientèle bien éduquée, c'est une clientèle qui questionne si nous, comme tour opérateur, on est dans la même ligne de le carbone neutral. Et c'est pour ça que nous, on doit inclure des initiatives dans tous nos produits, de voir de quelle façon on réduit la compensation de qu'est-ce que nous on utilise avec nos clients et on propose des autres alternatives de plasma pour les clients. La préférence que nous prenons de tour opérateur local, la plupart des produits que nous on fait, c'est nous-mêmes qui les préparons. C'est nous-mêmes qui nous avons certains partenariats avec des fournisseurs, des hôteliers, des attractions. Et nous aussi vérifions si ces compagnies sont dans la même zone que nous, si on est dans la même longueur d'onde auprès de la durabilité. Bien sûr que si on fait un mauvais choix à un moment donné de quelque chose, on va être questionné après les clients à la fin del programme.
on a tous les intérêts que les clients nous demandent, tout l'intérêt pour l'initiative locaux, tout ce que les marchés locaux, tout ce que les contacts humains avec les gens qui habitent. Si on n'inclut pas aucun contact avec quelqu'une personne, un chanteur, un canteur d'histoire, quelqu'un qui fabrique des instruments de musique, quelqu'un qui fait des activités en particulier sur la nature ou qui est expert sur la cueillère de champignons. Si on n'est pas un accès, une connexion avec nos clientèles, avec la nature, on va avoir de mauvais commentaires à la fin del programme. C'est pour ça que les produits qu'on a développés dans la région d'Angoulême à La Rochelle, ça me tient beaucoup encore, parce que c'est à côté de la rivière. Et quand on arrive, par exemple, à La Rochelle, je me souviens que j'ai parlé avec notre guide, que dans ce temps, c'est encore Catel, qui a fait le tour. Il disait, il faut faire une relation entre La Rochelle et la Nouvelle-France. Parce qu'avec le Québec, de où est-ce que je viens et j'habite, il y avait une forte relation. Et cette partie culturelle, les clients l'aiment beaucoup. Okay. Il existe une transparence unique. Ce n'est pas qu'il veut savoir qu'est-ce que nous on fait, combien profit on fait, non, mais il veut avoir une transparence claire. Quand vous rentrez dans notre page web, vous voyez clairement qu'on présente les liens directs de tous les hôteliers. Et on l'explique à les hôteliers que les clients vont visiter le site web, vont s'informer, on est prêt à vérifier si tout ce qui est c'est correct. Okay. La plupart du temps, on est dans une propriété seulement pour une nuit. Mais si on reste une ou deux nuits, on promeut beaucoup l'utilisation d'éléments serviettes, de ne pas faire la chambre, de garder les choses pour la conservation de l'eau et de tout ce qu'il y a. Si l'hôtel est dans la même direction que nous, on est correct avec ça. C'est ça qu'on cherche dans notre partenariat avec les propriétés qu'on utilise. Ça nous amène al point de l'éducation et la sensibilisation. Notre guide essaie aussi de passer le message aux clients qu'ils soient plus conscients de qu'est-ce que nous fait et pourquoi on sélectionne certaines régions, pourquoi on sélectionne des visites. La information sur tous les écosystèmes qu'on visite et les efforts de conservation dans les régions qu'on est là. On essaie de tout le temps promouvoir tout ce qui est local et qu'il y a un succès dans la conservation de la nature. On a commencé à faire une tendance de voyage un peu expérimental dans le sens qu'on essaye de trouver de plus en plus des endroits qui sont vierges, qui ne sont pas encore très touristiques. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire parce que dans cet endroit, on va trouver des autres inconvénients. Il n'y a pas de gros hôteliers, il n'y a pas beaucoup de restaurants. Mais on doit travailler avec qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'il y a dans la région. Et si on peut développer un produit comme ça, on va le faire. Si ce n'est pas possible avoir un programme de 7 jours, on le fera pour 4 ou 5 jours. Après la COVID, on a changé plusieurs tendances aussi avec les voyages en groupe d'un hôtel à l'autre. On commençait à choisir certains endroits où est-ce qu'on restait dans une seule propriété et on sortait jour par jour de cette propriété pour faire notre tour de vélo. Ce n'est pas facile non plus parce que il faudrait avoir con 7 endroits différents pour ne pas faire la tournée chaque matin et chaque jour pour revenir au même point. Mais quand on réussit à trouver des endroits comme ça, on est prêt à faire le programme et les clients l'apprécient beaucoup parce qu'ils restent dans le même lugar et ça aide à la sostenibilité de l'endroit. 20 ans à l'arrière, on ne parlait même pas de le slow travel et on a commencé à parler et les Allemands ont un intérêt très fort sur le slow travel. Tout ce qui est la gastronomie, tout ce qui est
les produits naturels, la façon de faire notre tour dans des pistes cyclables naturelles. Quand j'ai confirmé avec Inga que son expérience dans le passé, dans les premiers tours qu'il a fait à France, il parlait beaucoup, il t'a mentionné à toi, Yasmine, si le fait de faire les routes dans la campagne, où est-ce qu'il y avait plus de contact et de beauté auprès de la nature et des petits villages. C'est vrai qu'on utilise de certaines pistes cyclables, mais des fois, certaines pistes cyclables sont tout proches de l'autoroute et ce n'est pas ça que nous, on essaye. C'est pratiquement un zéro, non avoir un tour de Dylan Party qui va être à côté d'une autoroute. Ça vous donne une idée de qu'est-ce que nous, on cherche vraiment dans tout, qu'est-ce que nous, ce n'est pas seulement avoir les programmes pour prendre la route que tout le monde prend et que les routes vertes ou les routes bleues, c'est vraiment choisir des petits chemins qui ne sont pas accessibles normalement par la voiture ou qui ne sont pas tellement connus pour tout le monde. C'est là où effectivement la contribution de nos partenaires qui nous écoutent et puis aussi d'autres offices de tourisme, par exemple, les locaux peuvent effectivement être très intéressants en contact avec toi, parce que c'est vrai que ma deuxième question, c'était quelles seraient vos préconisations pour les professionnels du tourisme qui nous écoutent et qui souhaitent s'engager dans une démarche durable. Tu nous as donné déjà quelques éléments effectivement par rapport à ceci. Ce qui est intéressant, c'est il y a aussi cette histoire, le savoir-faire, les petites adresses, le côté humain, le petit village vierge joue un énorme rôle, mais pour s'engager dans un tourisme durable, comment les professionnels peuvent être à ton écoute et aider à monter de nouveaux programmes éventuellement? Ça, c'est une question très ample et je ne pourrais pas dire que je suis un expert complet sur la matière de ça, mais je peux dire qu'il faut établir des objectifs clairs de qu'est-ce que nous voulons faire. Et Dylan Party, il y a des objectifs très clairs. Nous, on travaille un seul type de clientèle de 5 ans à 85 ans. À peu près, on travaille seulement des produits à vélo et de randonnée. Et on a dû changer notre vélo régulier pour des vélos électriques, que c'est une question de fois un peu la durabilité dans le fait que nous, on doit utiliser des vélos avec des batteries faites avec lithium. Mais nous, on travaille tout ça aussi pour sensibiliser les clients et voir de quelle façon on peut attirer que les clients pensent que nous, on a encore des vélos réguliers. On investit beaucoup dans la formation. Notre guide reçoit beaucoup de training pour guider les clients, pour faire la sensibilisation auprès de qu'est-ce que nous on utilise. Et les clients allemands, je vous jure, ça, ils n'aiment pas. Une bouteille en plastique, ça n'existe pas dans les tours de Dylan Party. Quand on travaille toujours avec une façon transparente avec c'est quoi nos objectifs et qu'est-ce que nous on peut faire, je pense que les gens sont très ouverts à faire de nouvelles expériences. Si les gens avec qui on travaille, les partenariats, on est facile à expliquer à les clients, bon, dans ces propriétés, cet hôtel est en train de renouveler, ça va les prendre 2-3 ans pour changer tout ce qu'il y a, mais c'est une très belle propriété qu'il y a dans un endroit, wow, très spectaculaire. Il ne faut pas passer de ça. Il faut être ici. Les clients les voient, les croient, partent avec le personnel et voient la réaction. C'est ça qui amène à une relation de travail très forte quand on est capable de communiquer notre façon de faire de voir les produits, notre philosophie et un troupe de partenariats qui sont dans la même longueur d'onde avec ces philosophies que nous on essaye d'apporter dans chaque programme que nous on développe.
Je trouve que c'est une parfaite phrase de clôture pour inviter les auditeurs à effectivement rester en contact avec Dylan Party pour l'avenir, pour créer d'autres projets. Anthony, est-ce que éventuellement tu veux poser des questions ou tu veux enchaîner sur la suite? Alors, je vois pas de questions dans le chat. J'ai pas de questions moi-même. Je vous propose qu'on enchaîne. On pourra peut-être encore prendre quelques questions à la fin. L'objectif étant de vous laisser d'ici une quinzaine de minutes comme pardon, on s'y était engagé. Donc, je vais être très rapide sur cette 6e partie de ce webinaire. On voulait rapidement balayer notre plan d'action triennal pour vous montrer un petit peu comment tout ce qu'on vient de se dire peut s'incarner dans un plan d'action et comment ça s'intègre au plan d'action du CRT. L'objectif étant bien sûr pas ici de rentrer dans le détail et de vous présenter action par action, mais un peu de vous donner la philosophie qu'on adopte maintenant au CRT pour mettre en musique toutes ces données qui nous ont été livrées sur ce marché allemand. On réfléchit désormais à des plans d'action sur 3 ans afin de cibler au mieux nos différentes clientèles cibles. Et donc, ça s'incarne par des plans d'action dédiés sur 3 cibles prioritaires pour l'Allemagne. En premier, on a les jeunes couples qui voyagent sans enfants, qui nous permettent de venir chez nous toute l'année, qui vont être sensibles à l'utilisation du train avec une volonté forte de notre part de pousser en complément de l'avion, qu'on n'oublie pas bien sûr, mais d'autres mobilités, que ce soit pour l'acheminement ou lors du transport sur place. Notre deuxième priorité, c'est bien sûr les couples de 50 ans et plus. On a vu tout à l'heure qu'on avait affaire avec les Allemands à une population vieillissante, mais aussi à très fort pouvoir d'achat. On sait que quand les enfants sont partis de la maison, on regagne des marges de manœuvre et on voyage beaucoup. Donc ça sera notre deuxième priorité. Et sur le marché allemand, on n'oublie pas les familles qui constituent aussi un gros morceau des clientèles qui nous visitent avec peut-être un regard un petit peu plus fin qu'avant sur les capacités qu'on aurait à remplir les ailes de saison, notamment avec ces vacances qui s'étendent un petit peu plus ou commencent un petit peu plus tôt dans certaines landers, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Notre stratégie, elle s'incarne bien sûr sur... tu peux passer à la slide suivante, Perrine. Elle s'incarne bien sûr dans les différents types d'actions dont vous avez l'habitude et qu'on retrouve d'ailleurs chez nos partenaires qui sont ici aujourd'hui, du lobbying auprès des tours opérateurs et des distributeurs, des actions presse et influence et bien sûr des campagnes B2C. Ce qui est intéressant sur cette slide, c'est que on souhaite aussi pouvoir vous accompagner et c'est là où on a besoin du retour de chacun présent aujourd'hui pour nous dire comment demain on peut plus vous aider en termes de formation, en termes d'accompagnement pour conquérir ce marché allemand et en découvrir tous les secrets. Et puis sur la dernière slide, juste vous montrer un petit peu ce que ça donne en termes d'organisation, de planning de nos actions. On vous enverra bien sûr pour tous les partenaires du CRT nos plans d'action triennaux. Vous les retrouverez également d'ici quelques jours ou semaines sur notre site. Donc n'hésitez pas à les consulter. Et puis bien sûr, comme tout ça est fait en bonne intelligence et en partenariat avec nos partenaires locaux et Atout France, je ne peux que vous inviter aussi à vous rapprocher d'eux, que ce soit Pénélope sur la côte atlantique, que ce soit vos ADT, CDT respectifs ou bien sûr Atout France pour voir aussi les actions complémentaires qui proposeraient, tout ça étant pensé en bonne coordination. Il est
12h18, je vois qu'on a une intervention dans le chat de Tiffaine Pasquier. Il se tourne plutôt vers des campings 4-5 étoiles avec des locatifs premium et envergure et insolites, hébergement, toile et bois par exemple. Mais il y a également en parallèle un engouement pour le van, camper, très important. Merci Tiffaine pour ce retour d'expérience. Juste vous donner nos prochains rendez-vous. On se retrouve très bientôt pour d'autres formats de webinaires du CRT. Quels êtes disponibles pour les acteurs du tourisme le 8 mars. On a déjà une session que vous retrouvez en replay sur les aides qui concernent l'hébergement. Cette deuxième session sera consacrée aux sites et activités de visite. Webinaire organisé en partenariat avec nos collègues du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine qui peuvent vous aiguiller dans tout cet écosystème d'aide auquel vous avez droit pour développer votre offre. Et puis le 14 mars, on se retrouvera avec mes collègues du pôle marché priorité et promotion et moi pour une seconde présentation de marché sur les pays scandinaves, des marchés d'opportunités. Les pays scandinaves ne sont pas prioritaires chez nous et pourtant, on se rend compte d'un engouement de plus en plus fort pour nos destinations et donc on se posera avec vous toutes les bonnes questions pour savoir quelles sont les marges de progression que nous avons pour séduire ces clientèles et comment est-ce qu'on peut aller les chercher un petit peu plus demain, des clientèles très sensibles au tourisme durable également. Un dernier mot pour vous remercier tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis un petit mot spécial pour nos intervenants, Aurélia, Yasmine, Pénélope, Nils et José Manuel. Merci, c'était très très riche. Je pense qu'on a appris beaucoup avec vous. Vous retrouvez très bientôt ce webinaire en replay sur tous les outils du CRT. Merci encore et un petit clin d'œil à Yasmine pour tout le travail d'organisation. Merci beaucoup à toi. Bonne journée à tous. Merci beaucoup à tout le monde. Beaucoup. À bientôt. C'était super. Au revoir. Merci, bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci.